diplomatie pour un nouveau monde. Et c'est la seule séance qui parle de la nouvelle diplomatie pour un nouveau monde, car c'est un point essentiel de l'équilibre des choses et de l'équilibre du monde. Et j'ai invité pour nous assister et nous entourer dans ce débat, nous avons autour de moi 3 personnes. Nous avons 2 ambassadeurs. Le premier est l'ambassadeur Doyle, qui représente Saint Kitts et Nevis. Le deuxième est l'ambassadeur Mosé, qui représente les îles Salomon auprès de l'Union européenne. Nous avons fait un focus sur les SIDS, les Small Islands Developing States, parce que, mesdames et messieurs, lorsque vous faites une vraie diplomatie opérationnelle vis-à-vis des SIDS, ça représente 52 voix à l'Assemblée des Nations Unies, c'est-à-dire à peu près un tiers de la majorité nécessaire pour faire une décision. Et puis, à côté de moi, il y a un homme pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect, qui est M. Mehmet Dülger, qui a été député d'Antalya, une haute personnalité turque. Il a été président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale à Ankara. Et c'est un fidèle du Forum de Crans-Montana. Vous savez, le Forum de Crans-Montana, je l'ai fondé il y a 35 ans. Et nous avons ainsi des amitiés qui se sont créées 30 ans et qui se sont développées au fil du temps. Alors, parlons, je vais introduire le débat et ensuite, naturellement, mes amis reprendront les choses. Quelle est la situation? Nous parlons de diplomatie. Encore faut-il savoir de quoi on parle. Nous parlons de diplomate. Encore faut-il savoir de quel diplomate on parle. Actuellement, la diplomatie est par terre. Le respect humain est par terre. Les relations entre États sont au pire. J'ai un ami qui est ministre d'un pays européen et qui participe à des conseils ministériels à Bruxelles. Et pour me convaincre, avec son téléphone, il a enregistré une session de 27 ministres européens entre eux, à huis clos. Eh bien, mesdames et messieurs, ces ministres s'insultent, se traitent d'imbéciles, disent qu'ils ne comprennent rien. Premier point, le respect a disparu de la relation entre ceux qui sont chargés de négocier les affaires du monde. C'est extrêmement grave. Le deuxième point qui est important, c'est que la plupart des ministères des Affaires étrangères sont devenus des ONG, c'est-à-dire qu'ils s'occupent des affaires du jour pour répondre sur les réseaux sociaux, pour communiquer sur Twitter. Ils ont oublié, parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils sont politiquement motivés, ils ont oublié que la politique étrangère, c'est une vision à long terme, que l'on met en œuvre dans la tranquillité, dans la sérénité, dans le respect de l'autre, dans le respect des spécificités de chacun. Et aujourd'hui, on tombe sur des ambassadeurs, notamment de prétendues grandes puissances influentes dans le monde, qui font la loi au Conseil de sécurité et qui sont des militants politiques. Et j'ai l'exemple d'un grand chef d'État qui est sous le feu des critiques pour beaucoup de raisons quant à sa gestion de la politique intérieure. Et ce chef d'État me dit, je reçois des ambassadeurs dans mon bureau qui commencent par me parler de mes opposants, au lieu de s'occuper de leurs affaires, alors que dans leur pays, leurs affaires feraient bien d'être prises en main parce qu'elles vont mal. Chacun veut s'occuper des affaires des autres. Et une personnalité importante du gouvernement chinois que je rencontrais à Genève récemment m'a dit, vous savez, monsieur Carteron, la Chine, c'est un monde à part. Nous n'avons rien de commun avec l'Occident. Nous avons notre histoire, notre culture, nos traditions, nos valeurs. À quel titre une autre puissance pourrait-elle nous dire que nos valeurs ne sont pas bonnes et que ces valeurs à elles sont les meilleures? Alors, nous sommes aujourd'hui, nous sommes arrivés à une impasse. Une impasse qui est le fait que
il n'y a plus le respect, il n'y a plus la réserve que l'on doit observer vis-à-vis de l'autre dans la relation humaine en général et diplomatique en particulier. Et on s'aperçoit que le monde est en danger et en très grave danger. Il est difficile d'entendre certains chefs d'État parler de grands chefs d'État en les insultant. Je veux viser personne, mais vous savez très bien de quoi je veux parler. Et nous espérions, au niveau notamment des États-Unis, que les choses allaient changer. Non, nous sommes dans un nouveau monde. Nous sommes dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde est en danger, et ce nouveau monde doit véritablement faire appel à une ressource en termes de valeurs et en termes comportementaux. Voilà pourquoi nous avons créé, avec le Forum de Crans-Montana et des amis, nous avons créé la World Diplomatic Academy. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, World Diplomatic Academy. Et cette académie a pour but de travailler à la restauration d'une vraie diplomatie. C'est-à-dire que les gens apprennent, les diplomates apprennent à être polis. Quand ils rentrent chez vous, ils ne vous demandent pas si vous venez de laver vos toilettes. Quand ils rentrent chez vous, ils vous respectent. Ils respectent vos valeurs. Ils respectent ce que vous faites. S'ils ont envie de vous amener à changer quelque chose, ils le font dans le respect de votre spécificité. Mais je ne vois pas pourquoi un ambassadeur, quel que soit son pays, se permettrait de venir ici et dire ce que vous faites, c'est pas bien. Chacun doit s'occuper de ses affaires. Et depuis un certain nombre d'années, nous avons abouti à une situation qui est extrême. Et cette situation fait que tout le monde s'occupe des affaires de tout le monde. Mais vous voyez le résultat. La diplomatie est par terre. Les affaires, les relations internationales sont par terre. Et je suis fier de dire ça dans un pays comme la Turquie, qui a été une des plus grandes diplomaties et qui l'est encore, un des plus grands réseaux diplomatiques. Le président le répétait hier. Cinquième rang. Parce que la Turquie a une tradition. Et quand je rencontre un ambassadeur turc, je rencontre un monsieur. Et j'ai plaisir, nous avons, par exemple, je rencontre, parce que je suis ambassadeur à Paris, nous avons un ambassadeur de Turquie à Paris qui est un grand monsieur. Et quand il parle au nom de la Turquie, tu le connais, quand il parle au nom de la Turquie, c'est quelqu'un que l'on respecte, parce qu'il commence par nous respecter. Alors voilà, si vous voulez, ce que je voulais dire en introduction, c'est le vrai débat de ce forum. Parce qu'on peut parler de tout ce qu'on veut, de relations internationales, on peut parler de coopération, on peut parler d'assistance. Tout ça est sans effet si derrière, ce n'est pas engine, comme disent les Américains, si ce n'est pas powered par des concepts de base qui sont des concepts de respect et d'efficience sur le plan opérationnel. Voilà, je ne sais pas à qui je peux donner la parole en premier. David, peut-être ? Yes, thank you, Ambassadeur de Saint-Kitts et Nevis auprès de l'UNESCO à Paris. Yes, I have 43 years of diplomatic experience, both bilaterally and multilaterally, with the Irish government, the OECD, the European Parliament, and now UNESCO on behalf of one of the Commonwealth states, St. Kitts and Nevis. Just 2 points I'd like to pick up on, and I agree entirely with what Ambassador Cartheron has just said. There's a sense of dysfunctionalism at the moment that's crept into diplomatic relationships, accentuated by the COVID-19 pandemic, which literally closed down the channels of communication that we enjoyed in the diplomatic circles. People no longer had the opportunity to meet at formal sessions of the Council in Brussels, the Council of the OECD, the UNESCO, and perhaps more importantly, those distinctly more optimal occasions when we could meet our fellow ambassadors informally in the corridors or at cocktail parties. All of these informal and formal face-to-face contacts are a critical, central part of a diplomat's work. It's absolutely essential. It's probably one of the most ancient professions in the world that relies so heavily on
building personal relationships. And this is what Ambassador Carteron has been referring to, the need to show respect for each other. And you can't do that over a virtual Zoom Microsoft conference. You just cannot see the body language. You cannot explore various options with your interlocutor. So that has not helped, I must confess. But when we move to a period of removal of these restrictions and we can reconvene, no doubt with a more streamlined approach to reviewing what we tend to suffer from a lot, which is a volume of documents and issues on agendas. We're going to have to streamline this. And hopefully the COVID crisis and the restrictions that imposed will help us focus on what's really important on the agenda. But when we get to that stage, it is absolutely vital as an ambassador's role that you reach out to other ambassadors from not just within your own region, but from across the globe. Even if you don't have diplomatic relationships with that particular country, that's more the reason why you should reach out and build relationships. And for small island developing states like St. Kitts and Nevis, we rely so heavily on technical expertise from countries like Turkey, who've been remarkably generous in the past decade in helping us in various areas. So it is important that we reach out to a very broad range of other stakeholders. The other thing I would mention is, as an ambassador's role, is the importance of not discarding or marginalizing other stakeholders in this rather complex environment. And by that I mean NGOs, I mean local governments, administrations, authorities, industry. All of this has become an important integral part of an ambassador's role. So it's not just, mixing in the small silo cycle of with other ambassadors that you get things done. You need to reach out beyond that. And my last point is to emphasize the need for gender equality. Very important. We've made enormous progress in the last 2 decades. We need to do much more in ensuring that there are more females who represent in all states, but in particular at multilateral level. Sadly, this is one of the things that no doubt my distinguished colleague, Ambassador Moses, will also touch on, is the need for small island developing states, LDCs, who by definition do not have the institutional capacity to set up and maintain and sustain diplomatic missions in important UN organizations, in important centers like London, Brussels, Frankfurt, New York, Beijing, and elsewhere. There is a need to ensure that we reach out to talented young people who are prepared and who can be deployed in these important roles to represent small island developing states, LDCs. Sometimes they will come from other parts of the world, which is my case. I'm Irish. I wasn't born in St. Kitts and Nevis, but I was offered the opportunity over 10 years ago to represent this 2 very small islands, given my background in diplomacy, and I was very honored and delighted to do so. But it's again the importance of reaching out to ensure that you have the appropriate caliber and profile of person representing these very tiny small states who are sometimes pretty fragile, don't have the capacity to be able to deploy big diplomatic staff, but to do so in respecting also the gender balance that we need going forward. Thank you. Thank you. Turkey, perhaps? And Solomon Islands after? Of course. I will be the last. You will be the last, Ambassador Mose.
Thank you. Good afternoon. My name is Moses Kouni Mose. I am the Solomon Island ambassador to the Kingdom of Belgium and the European Union. And I'm based in Brussels. And I also cover a number of EU countries from Brussels. These include France, the Netherlands, and Germany. And it's not an easy task, given we have a very small team. And Ambassador Doyle has just highlighted the problems we face in small island developing states in trying to establish diplomatic missions everywhere because of the lack of resources, the lack of capacity. And this afternoon, I'd like to thank the government of Turkey for this opportunity to be able to reach out. I think I'm the only representative from the Pacific in this very important forum, and I count it as a privilege and a joy and an honor indeed for my country, and of course, coming from that part of the world, which is very far from here and from Europe. But like Ambassador Doyle, and of course, highlighted by Ambassador Carter Rowan, the challenges we face in this current environment, precisely the need for us to use diplomacy as a way to address issues and problems and challenges of concern to all of us. There is no country in the world that can do everything. For example, the climate change that we face today, for small island developing states like mine, we face on a daily basis the consequences of global warming, sea level rise. And of course, we cannot solve this problem ourselves, and so we look to others. We look to big countries like Turkey, the European Union, the United States, and of course, under the Paris Agreement on climate change is the way forward for many of us. And we hope that this is the avenue in which we can find solutions to the problem of climate change and its impact on our nations. So with the challenges of COVID-19, and we all know what the consequences are and still continue to impact on a lot of countries, we only look at the problem of the death toll on our populations, but in the medium to long term is the challenges of economic consequences. For small island developing states like mine are already feeling the impact of COVID-19 in terms of our economy, in terms of our finance. We have to reduce budget in order to be able to adapt to the challenges of COVID-19. And therefore, it calls into question the need to look at pragmatism in diplomacy. We have to be practical and be able to see what we can do. Sometimes the tools that we used to believe in and that used to work in the past to solve problems can no longer be used anymore. So we need to look at ways and means in which we can work together through this kind of collaboration in the forum with countries like Turkey and other like-minded countries, to work together with small island developing states, with LDCs, with developing states, with developed countries. We have to work in partnership, in collaboration. Like I said, no one country can solve a problem like climate change on their own, or the pandemic as we see now, that's affecting everyone. So that's why it's important that we do this together. We need to adapt. We need to be flexible. We need to innovate in the way we approach diplomacy. We cannot live in the past because whatever that is practical in the past can no longer be used on the new challenges that we face today or in the future. So that is very important for us. The other thing that many of our countries, like mine, small island developing states, we rely heavily on multilateralism as a way to have our voice heard and be effective at the global stage.
We cannot influence an outcome on our own because we are so small. Nobody listens to us. So only through the UN and other international organizations which we are members of, that is where we believe we can influence an outcome that affect us. So multilateralism is the way forward for international diplomacy in this day and age, especially as we face new challenges moving ahead. But finally, the need for us to be inclusive, Sois un petit peu plus whatever the précis. size you may be, in terms of Qui aide là, tout ça. endowment, in terms of resources, we need to be inclusive in how we reach out to each other. And yesterday, I'm really, really touched by the statement by the Honorable President of Turkey, the way he has pronounced the role of Turkey in the world stage. That is the kind of pragmatism, the kind of reaching out, the kind of inclusivity that we all need, that we need to address global solutions, global challenges that affect all of us. Thank you, Ambassador Katarov. Thanks to you. Mr. Mehmet Dülger, honorary member of the Turkish Parliament. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vais faire une description succincte et je dois attirer votre attention sur le fait que chaque ligne que je vais citer ici nécessite vraiment une discussion approfondie. Le président de l'Union des États-Unis parle de l'incertitude globale. Et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement, ça doit être approfondi. Il ne s'agit pas d'un monde avec plusieurs pôles, c'est pas mais il n'y en a que trois, les États-Unis, la Russie et la Chine. À la fin, au fond même de cette incertitude, se trouve que tout problème, à tout niveau, paraît être un conflit. Et de là, je déduis très facilement que la diplomatie est absolument nécessaire, en plus maintenant. Le fait qu'on n'ait pas de conflit armé, la diplomatie est absolument nécessaire parce que la solution des conflits sont toujours convenablement conçus au vu à la perspective et les intérêts de ces trois grands pays. S'il faut jeter un coup d'œil à la source même de ces conflits, on peut citer premièrement les pays qui ont des ressources naturelles riches. Deuxièmement, les pays qui ont une structure géostratégique importante. Troisièmement, ce grand conflit d'essayer de maîtriser ce monde par la voie d'impérialisme, par globalisation, par division des pays, et le fait que l'administration de l'État s'est transformée en administration d'association, ce qui est un concept absolument différent. Il y a aussi cette question des difficultés que l'on a d'accepter les différences des civilisations, bien entendu, et essayer de faire maîtriser la civilisation supérieure. J'aimerais qu'on puisse se conférer à Huntington. Et puis, manque total de tolérance face à des différences d'identité, soit de religion, soit d'identité ethnique. Il y a le racisme, l'anti-islamisme, fanatisme, antisémitisme, etc. Et puis un grand conflit qui est entre l'État, la nation et le capital. Deuxième groupe de conflits, c'est le manque de justice globale.
si on tient compte que les 47% du revenu mondial est seulement les 2% de la population mondiale en profite. Et le reste, c'est vraiment un sujet de conflit. Et un autre sujet de conflit, c'est la pandémie. Bien entendu, la pandémie nous a montré que le problème n'a pas été pris dans le domaine humain. Imaginez-vous, hier, j'ai écouté dans un programme que un pays à chaque population de ce pays tombe 50 doses de vaccin, tandis qu'il y a des pays qui n'ont pas encore reçu un flacon. Bien entendu, il faut assurer que ces conflits puissent continuer. On a donc comment dire, on a d'un côté le côté militaire qui est en groupe. Il y a le côté économique aussi en groupe. Vous avez donc le combat de marché. Il y a des embargos. Il y a des possibilités donc qui favorisent certaines vues. Encore un autre problème, c'est qu'il y a un combat dans l'arme. Vous avez d'une part le complexe militaro-industriel, comme appelé Eisenhower. Donc, il y a une très grande industrie qui s'en occupe. Il s'agit donc de la production, il s'agit donc de vente. Et puis après, il y a la possibilité, il y a les pays qui consacrent de plus en plus une grande partie pour l'achat d'armes et puis, bien entendu, l'armement nucléaire. Vous avez encore d'autres choses qui s'y ont ajoutées. Il y a le combat et puis dans l'espace et puis les pôles. C'est aussi une nouvelle ressource de choses. Bien, donc, il y a l'objectif est stable, mais la méthode change. Soit qu'on essaie d'attaquer les systèmes, les combats de hackers, et puis les guerres qui sont poursuivies par des services secrets, CIA, Mossad, les Russes, les MI6, et puis les Chinois, les Iraniens, etc. Et puis c'était les combats de constitution, de substitution, les guerres de substitution. Les guerres par substitution. Les guerres donc, ce n'est pas les États-Unis qui entrent en guerre, mais c'est le PKK qui fait la guerre au nom de ce pays. Les embargos, et puis les possibilités de faire créer à l'intérieur de chaque pays une guerre civile. Le média est aussi un problème extraordinaire pour essayer de créer justement cette difficulté à l'intérieur des pays. Puis comment vous dire, c'est les moyens électroniques et puis trouver des gouvernements obéissants aux volontés dehors. Bien entendu, il y a des menaces pour essayer d'obtenir ça. D'une part, le développement dans l'industrie d'armes, la technologie dans son sens le plus large, et puis la peur que vous donne la guerre biologique et la guerre chimique. Et puis les armes
détruisent totalement les masses, des grandes masses. Les guerres de cyberguerre, je pourrais appeler, l'utilisation de l'intelligence artificielle, et puis la possibilité que nous avons en main qui est le overkill, c'est-à-dire que vous pouvez tuer toute la population mondiale plusieurs fois. De l'autre côté, l'humanité a un certain nombre d'objectifs. D'abord, on voudrait vivre ensemble dans la paix. Deuxièmement, on voudrait conserver les différences. On voudrait essayer de préserver l'environnement et la nature. Encore un point, c'est donc la pauvreté, la famine, le manque d'emploi, l'ignorance, la maladie et les catastrophes naturelles doivent être combattues. Il faut que vous ayez une vie qui est convenable et continue d'une manière convenable avec la nature et l'honnêteté humaine. Et puis, il faut essayer de faire une contribution à la vie culturelle au monde. Bien entendu, c'est là où la diplomatie est absolument indispensable, c'est que sans faire la guerre armée, tout en respectant les principes de la paix, la discussion autour d'une table, tenir compte de l'équité et essayant de faire un équilibre des intérêts mutuels. Bien entendu, dans cette affaire-ci, je crois qu'il faut essayer de mettre de côté le grand principe qui est valable depuis l'ancien grec. La force rend tout acceptable. Au lieu de ça, nous aimerions proposer celui du grand vizir Seljukide du XIe siècle, dans son livre Siyaset-Name, livre de politique, en disant que ça doit être trouvé là, c'est-à-dire que le fait d'être juste n'est possible que si vous cherchez auprès de ceux qui ont droit. Ceci se fait, bien entendu, si on fait attention à ça, dans les domaines militaires, économiques, sociaux et culturels. On peut procéder à avoir des contacts, soit passagers, soit s'étalant dans le temps, des contrats, ou bien on peut avoir fait des grandes unions qui réunissent plusieurs pays à la fois. Là où la chose la plus importante, et ce dont nous souffrons beaucoup, c'est que nous omettons très facilement ce grand principe de la diplomatie, promesse à sa parole, pacta sunt servanda. Ce n'est pas du tout respecté. Donc, dans le domaine de j'ai quelques remarques concernant la diplomatie. Tant que au moment où les menaces grandissent, la diplomatie devient de plus en plus difficile. Deuxièmement, le manque justement de pacta sunt servanda fait que de temps en temps, à l'intérieur de ces ententes, il y a toujours des changements qui se font d'une manière sans contact avec les autres membres. Il n'y a pas de sanction en ce qui concerne du
moment où le principe de promesse, promesse est mis de côté. Et puis, il n'y a pas non plus de plateforme où, justement, qui va décider de ça. C'est plein d'obstacles. C'est extrêmement difficile à trouver des solutions. Et une chose dont on se rend compte, c'est que les politiques globales ne se font pas avec des discussions et des contrats, mais ça se fait avec la grande volonté des grands principes. Donc la période d'or que je vais appeler du 19e et 20e siècle de la diplomatie n'est plus valable. Cette fois-ci, c'est aussi valable pour les questions militaires. Donc les ambassades, les ambassadeurs, rien ne marche. C'est décidé par les leaders. J'ai un petit peu un désespoir dans la situation de la résolution pour des problèmes globaux de notre monde, parce que s'il s'agit de ces trois grands leaders, on ne peut pas trouver un point sur lequel on peut avoir confiance en eux du point de vue démocratique. Prenons Biden. Derrière les décisions du président américain, on sent très lourdement la pression du Pentagone, de la CIA, du complexe militaro-industriel et beaucoup de lobbies. Donc, il est extrêmement difficile de prendre une décision en ayant une discussion auprès de leur Parlement. Lorsqu'on vient à Poutine, il est président jusqu'à 2036. C'est une loi qui vient de passer. Quant à Xi Jinping, il est président pour toute sa vie. Est-ce que vous allez procéder dans le domaine démocratique? De ce fait, il y a un profond doute et manque de sécurité en ce qui concerne de l'efficacité de la diplomatie. Et dans la toute dernière réunion du groupement G7, l'agenda principal et l'agenda qui a été couvert un peu était le futur de la démocratie. Donc, il faut absolument qu'on y pense. Je finis. Je vais donner après les propositions. Et je termine en disant que, concernant la démocratie, pourquoi la démocratie ne paraît pas être intéressante? Parce que, premièrement, dans la démocratie, il y a les institutions et les règles qui ne sont pas respectées, les institutions qui ne marchent pas. Deuxièmement, il faut de l'équité et de vertu. Donc, le monde a raison de ne pas croire justement que les problèmes seront résolus. J'aurai des propositions, mais je ne veux pas trop... J'ai des propositions pour le reste. Oui, d'accord. Merci, Monsieur Dulguer. C'est intéressant de voir l'ensemble des idées qui ont été proposées par nos deux ambassadeurs des SEEDS et par Monsieur Dulguer, parce que c'est à ce niveau-là que s'applique véritablement la diplomatie. Et il est bien évident que les champs d'action sont multiples et variés, et que nous ne pouvons ici qu'amorcer des éléments de réflexion. Je voudrais vous en donner un, par exemple. Je ne sais pas si vous avez bien réalisé, mais c'est nouveau. Ça a été inventé après la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, on prononce des sanctions contre les pays. Qu'est-ce que c'est qu'une sanction? C'est la consécration de la faillite de la diplomatie.
Quand il y a un problème quelque part, si les diplomates étaient compétents, s'il y avait de la bonne volonté, s'il y avait le désir d'arriver à résoudre le problème, on y parviendrait, comme on y est toujours parvenu dans l'histoire. Aujourd'hui, quand on s'aperçoit qu'on est un incapable et que finalement les discussions et les négociations qu'on a n'aboutissent à nulle part, il faut bien dire aux réseaux sociaux qu'on fait quelque chose, alors on prend des sanctions. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous regardez dans l'histoire moderne, il n'y a pas un seul régime de sanctions qui a abouti au résultat qui était espéré ou théoriquement espéré en raison de ces sanctions. Et quand vous avez affaire à des régimes épouvantables, tels que le régime de Milosevic, par exemple, contre lequel on s'est battu si longtemps pour arriver à instiller la démocratie dans les Balkans, vous vous apercevez que quand vous mettez un régime dictatorial sous sanction, premièrement, vous confortez l'image de son président, parce qu'il y a un sentiment nationaliste qui fait que les rangs se resserrent. Deuxièmement, vous le consolidez dans son emprise sur tout l'appareil militaire, l'appareil sécuritaire, etc., parce que le pays se sent attaqué. Et troisièmement, et ça c'est la pire des choses, vous créez une nouvelle mafia. Car à partir du moment où vous sanctionnez un pays, vous gênez ses échanges économiques et l'économie souterraine se développe, s'amplifie et vous détruisez le pays. Imaginez, mesdames et messieurs, la responsabilité des pays qui prennent des sanctions. Et quand on sait que ces sanctions n'aboutissent à rien. Alors je voulais vous donner aussi ce point-là comme élément de réflexion, parce que je considère que la sanction est l'évidence absolue de l'échec de la compétence des diplomates à aborder un problème. Et puis, il y a aussi un autre point qui est important, qui fait partie de l'histoire diplomatique, c'est que lorsque vous avez un pays qui fait quelque chose qui vous déplaît, plus vous le poussez au fond du couloir, en l'acculant, en le sanctionnant, en le malmenant, et plus vous obtenez un résultat contraire, c'est-à-dire que vous ne résolvez pas votre problème. Donc, pourquoi cette séance est pour moi importante? Parce qu'elle nous amène à réfléchir, non seulement sur les grandes idées de la coopération internationale, sur tout ce que l'on a envie de faire, tout ce que l'on voudrait faire, les grandes théories dans tous les sens de l'assistance, du développement, etc. Mais véritablement, il est important de se poser la question, premièrement, est-ce que nous avons un ministère des Affaires étrangères qui est un vrai ministère des Affaires étrangères et non pas comme ça s'est produit en France depuis M. Sarkozy avec M. Kouchner, une ONG où le ministre n'avait qu'un souci, c'est d'être filmé avec un sac de riz sur l'épaule en Somalie. C'était ça, c'est pas ça la politique étrangère. La politique étrangère, ce n'est pas le moment. La politique étrangère, c'est l'avenir. La politique étrangère, c'est une inertie dynamique, un peu comme nous pratiquons la politique en Suisse. La Suisse est très inerte et elle est très dynamique dans le temps. Mais je pense que vouloir du progressisme à tout prix, c'est aussi détruire le système et c'est déstabiliser l'ensemble des choses. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Je pense qu'on peut donner la parole à certaines personnes qui désireraient poser des questions. Voilà. Voilà, je vois des mains qui se lèvent. Est-ce que vous avez un micro? Il n'y a pas de micro? Si, on va vous en amener un. Non, il n'y a pas de micro? Alors parlez fort, monsieur. Speak. Loudly. Oui. Speak English. You all mentioned about a new initiative is required in international politics, in international diplomacy. And my question is it a revisionalist approach, or it is just about turning back to the old roots of the diplomacy? I mean, it is a conservative approach or revolutionary one? Thank
That's very interesting, if you allow me to say. It's very interesting because being conservative, as you just noticed, is also being revolutionary today. Because it's a revolution. Because if we address a group of diplomats now, it will be a revolution for them. But what we are promoting is only to return to the past where the diplomats and the ambassadors were really ambassadors talking of the interest of their own country in the full respect of the other, with a humane dimension. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Thank you. Oui. Si on veut mettre le son, oui. Vas-y. Ça vient, Vas-y. ça vient. Il ne s'agit pas d'être révolutionnaire, mais à mon avis, il faut... Il ne s'agit pas d'être révolutionnaire, mais il faut essayer de faire la profession de la diplomatie comme il faut. Comme il faut. Ça ne se fait pas. Actuellement, ça ne se fait pas. Une lettre de créance offerte par un ambassadeur à un chef d'État, c'est un petit papier que l'on met de côté. Pourtant, c'est une confiance du pays représenté auprès du pays, auprès de qui l'ambassadeur représente vraiment tous les intérêts. Ça, c'est un point qui est, à mon avis, stable dans toute la vie diplomatique. Le problème qui se pose actuellement, c'est que dans un grand pays, ou même dans un pays moyen, l'ambassadeur arrive, il présente ses lettres de créance et il ne revoit jamais le chef de l'État. Et dans la mesure où, dans son propre pays, l'ambassadeur n'est pas suffisamment considéré par son système diplomatique, il n'a pas le contact avec les hauts degrés de... Donc il sert à quoi? D'autant plus qu'aujourd'hui, si vous avez un problème entre le Gabon et la France, les deux présidents vont se téléphoner, les ambassadeurs ne sont même pas au courant. Ça pose de gros problèmes et de grandes questions. Par exemple, nous avons une question actuellement de la Turquie auprès des États-Unis. C'est que depuis presque 4 mois, notre ambassadeur n'a pas présenté ses lettres de créance. C'est comme si, auprès des États-Unis, nous n'avons pas d'ambassadeur. Parce que tant qu'un ambassadeur n'a pas présenté ses lettres, il n'a pas le droit de bouger. Exactement. Il a le droit d'être dans sa maison et de faire sa cuisine, mais il n'a pas le droit d'aller dans un cocktail, il n'a pas le droit d'aller dans une réunion, il n'a pas le droit d'exister professionnellement. If I may add to that, the problems just been described by my colleagues are accentuated when you talk about small island developing states. There are 38 small island developing states recognized by the UN, 15, 16 in the Pacific, 2 or 3 in the Indian Ocean, 14, 15 in the Caribbean, all tiny states where GDPs that represent the GDP of one of your regions in Turkey. And they just don't have the capacity. They don't even have a presence in the major centers of the world. That's a real problem. And that's something we've got to address going forward. Otherwise, these countries will not have a voice when we discuss redistribution of vaccines. We're missing the trick somewhere. Nobody is giving us vaccines at the moment. Yeah, we're also struggling, as Ambassador Moses said, with climate change. We're living on the frontiers of climate change every day of the week, but yet we don't have a voice, an assertive voice at the top table as a group, and that's because these countries don't have the capacity to be able to deploy an ambassador. It's a huge expense. Absolutely. With staff and everything else. So, it's a problem not just for SIDS, but also for LDCs. And actually, a number of countries are closing their embassies because they cannot afford the cost of a diplomatic mission. The lady just in front of us would like to take the floor. En français, si vous voulez. Tout d'abord, merci pour ce débat. Ce n'est pas une question, mais c'est juste une réflexion que j'ai à faire en tant qu'une ancienne ministre des Affaires étrangères d'Autriche et en tant que quelqu'un qui a essayé d'enseigner la discipline
de la diplomatie ces derniers 25 ans qui diffère profondément de disciplines, notamment relations internationales et sciences politiques, etc. Il y a aujourd'hui, notamment au sein de la Commission européenne, une confusion profonde dans le recrutement. On recrute des gens qui ont fait les Sciences Po, qui ont fait relations internationales, mais qui n'ont pas fait les études de la diplomatie en soi. Je ne peux pas recommander aujourd'hui à de jeunes collègues où est-ce que vous pouvez étudier la diplomatie. Moi-même, j'ai enseigné à un moment donné à l'Académie diplomatique, de Vienne, mais là-bas, on n'apprend rien sur la diplomatie. On apprend la macroéconomie, on apprend un tas de faits divers, si je peux dire, mais on n'apprend pas la diplomatie. La diplomatie consisterait, entre autres, dans une bonne éducation de langue, histoire. Et aussi maîtriser une bonne culture générale du pays dans lequel on est en poste. Peu importe la position qu'on a dans ce pays. Et comme pour toute profession, dans n'importe quelle partie de la vie, il faut un talent. Et moi-même, je n'ai pas de talent pour la musique. Vous me donnez une Stradivari, je peux étudier là avec Daniel Barenboim. Je ne vais jamais atteindre un niveau de violoniste. Et vous avez aujourd'hui, malheureusement, je dois le dire, beaucoup de gens sont le moindre talent pour la diplomatie. Et ça aussi, ça mène à ce dilemme, à partir de tout ça. Et j'irai un peu plus loin. Ce problème n'a pas commencé il y a 30 ans avec un monsieur Kouchner, pour lequel aussi je n'ai pas beaucoup de respect, mais ça a commencé, je dirais, déjà en 1918-19, juste après la Première Guerre mondiale, lorsqu'il y avait ce début de contact étroit entre les leaders politiques. Le Premier ministre britannique de l'époque, David Lloyd George, disait à haute voix, je reviens maintenant à la langue anglaise pour le citer bien, What do we need diplomats for? They're just a waste of time and money. We, the prime ministers, we can do it ourselves. Alors c'était en 1919 qu'il y avait ce décalage de l'ambit diplomatique vers les bureaux de Premier ministre, vers les bureaux de chef d'État. Et ça, c'est un phénomène qui s'est concrétisé au sein de l'Union européenne avec le traité de Lisbonne de 2009. Jusqu'au traité de Lisbonne, les conseils de chefs d'État, c'est-à-dire le noyau de la prise de décision en ce qui concerne la politique de l'Union européenne, était le chef d'État, le chef de gouvernement, plus le ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'il y avait toujours quelque part dans le couloir le directeur politique, le secrétaire général, qui disait « Attention, on a un commitment sur telle et telle chose. On ne peut pas aller juste par l'émotion, par le populisme que chaque chef d'État fait. Je ne connais pas de chef de gouvernement qui n'est pas populiste parce qu'il doit maximiser son électorat. Donc, vous avez aujourd'hui juste, je dirais, l'étape finale d'une évolution qui a commencé au plus tard en 1919. Et déjà avant la Première Guerre mondiale, je reviens aux rencontres entre le tsar Nicolas et l'empereur allemand. Ouais. Ils étaient cousins. Ils avaient passé leur enfance parfois ensemble. Donc, quand Nicky rencontrait Willy, les ambassadeurs aussi n'étaient pas du tout au courant. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé, était déjà toujours un peu le cas. Donc, si c'est révolutionnaire, si c'est conservateur, je ne peux pas vous dire, mais une chose est claire, il faut des gens de talent et qui maîtrisent la base des bons comportements. Merci, madame. Et dans le cadre de ce qu'on disait, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que je parlais des insultes proférées au Conseil de Bruxelles. C'est une grave erreur que les chefs d'État soient en contact direct, parce que l'ambassadeur avait un rôle structurant à jouer dans le dialogue et à préparer la rencontre des chefs d'État sans que ceux-ci s'affrontent par téléphone avec, il faut bien l'avouer, un abaissement global du leadership au niveau mondial qui fait que la belle éducation a peut-être un peu disparu. L'ambassadeur avait un rôle magnifique à jouer, il ne le joue plus. Nous avons encore 2 minutes, nous pouvons avoir une question encore.
Il y avait un madame ici. Mademoiselle, oui, elle a levé la main en premier. Thank you, sir. Thank you for the microphone. Please. His Excellency, first of all, I would like to thank you all. And my name is Nursena, and I'm a student in Gazi University. And my question is about international law. While talking about the new approaches in diplomacy, do you think some new approaches are needed in international law? What is the role of international law in diplomacy? Do ambassadors need legal basis while they are negotiating, or are they political in general? Thank you. David? The simple answer is no. You want to say a word also? I don't think that No. it's indispensable to have a degree or training in law. I think what's needed is an education in a very large cultural sense, because at the end of the day, an ambassador will have a legal expert on his staff. And if it's a small diplomatic mission, they can always seek the legal advice from the capital city. There's a team of legal experts who can provide information. So it's not indispensable, but what I would say, and I'm not a lawyer by training, my background is in business administration and accountancy, but I think it's important that an ambassador, and this visibly comes with, experience and maturity, doesn't assume when they're serving in a foreign country that they understand and can interpret local law and customs. I've seen so many ambassadors make the fundamental mistake of assuming or putting on their own cultural, as it were, mindset and saying, this is similar to English common law. Good. So, we need to move on. No, 43 years of diplomatic experience, I still have difficulties in interpreting Le Code Napoleon. Thank you, David. We have to close. Huh? One word, Mehmet, and Ambassador Mosé will conclude. Please, no, he will conclude. Ambassador, say your word, no problem. 1 minute, we just have 1 minute. J'avais juste préparé toute une liste de propositions qui prennent du temps à être acceptées. Mais je vais juste en parler d'une seule proposition, c'est que la situation des plateformes où sont discutés les grands problèmes globaux de ce monde, il ne faut pas cet arrangement de 76 ans qui tient compte des résultats de la Seconde Guerre mondiale doit être terminé. Donc, comme a dit notre président, le monde est plus grand que 5. Absolument. Last word. The closing words. Thank you very much. International law, they are there to guide us. At the end of the day, we have political masters. And if you have leaders who are inward looking and not outward, it's also difficult, like you've seen and witnessed in the previous US administration. But we wish that, we can continue to have this opportunity. We advise our leaders, we talk to them what is appropriate in international law. But at the end of the day, they have the final word. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. We have to now free the room for the next session. And it was nice to host you and to discuss with you. Thank you very much.